Bonsoir, nous sommes le mardi 19 avril 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Notre invité ce soir a passé un quinquennat à lutter contre ce que son mouvement appelle le mépris du président et de son gouvernement. J'accueille Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'À l'air libre. Nous sommes à moins d'une semaine du second tour de la présidentielle où l'extrême droite est aux portes de l'Élysée. À quoi le responsable d'un syndicat de travailleurs que vous êtes occupe ses journées, voire ses nuits? Il les occupe dans ses activités quotidiennes traditionnelles, c'est-à-dire aller à la rencontre des syndiqués, des salariés, et puis évidemment dans cette période aussi à regarder ce qui s'est passé dimanche il y a 8 jours, et puis écrire, discuter, analyser la situation. Ce qui s'est passé dimanche il y a 8 jours, c'est-à-dire l'apparition des deux visages, les deux qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ces deux sortants, ces deux gagnants, ça vous a surpris? Ou comment vous avez réagi quand vous avez vu le visage à la fois d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen s'afficher? Ça ne m'a pas surpris. J'allais dire, tout le monde voyait à peu près ça, mais ça m'a pas réjoui. Parce qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron, d'ailleurs, nous avait dit j'éliminerai l'extrême droite, et puis on voit que 5 ans après, on a les deux mêmes en finale. Et donc, oui, ça ne m'a pas surpris, mais ça ne m'a pas réjoui du tout. Un mot pour qualifier cette campagne de second tour? Un seul mot, et vous pourrez développer après. Un seul mot? Ennuyeuse. Parce que c'est un peu la guerre des mots, des petites phrases, et je pense que les citoyens, le monde du travail, les jeunes attendent d'autres choses. Mais je crois que c'est ce qui a caractérisé aussi beaucoup la campagne du premier tour. Il y a des vraies problématiques, je pense aux questions sociales, aux questions environnementales, et en tout cas, je pense que ces questions-là n'ont pas été suffisamment traitées. Et dans ce duel du deuxième tour, on s'invective, on dit je suis meilleur que l'autre, mais sur le fond, il y a peu de propositions concrètes sur les questions importantes, d'ailleurs, qui émergent de nos discussions, mais qui émergent du débat public quand on est dans la rue, quand on croise des jeunes. J'étais samedi à la manifestation contre l'extrême droite. On voit que ces questions climatiques, par exemple, préoccupent beaucoup la jeunesse, et c'est pas beaucoup venu, il faut le dire, durant cette campagne électorale, et encore moins entre ces deux tours. Alors, samedi, par exemple, Emmanuel Macron était à Marseille, il a parlé de planification écologique. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous dites que c'est de la com? C'est beaucoup de com, parce que il a... Comme nous tous, il a regardé les résultats du premier tour. Et donc, c'est une expression, il faut aller chasser les électeurs des autres. Mais on se demande bien souvent pourquoi il n'y a pas pensé avant et pourquoi il n'en a pas parlé avant. Donc, je pense que c'est ça qui est globalement reproché au monde politique. C'est un peu de l'entre-soi, on se répond, mais on ne prend pas à bras-le-corps un certain nombre de problèmes qui sont dans l'actualité, qui préoccupent les gens. On essaye... Si vous voulez, on essaie d'imposer aux citoyens un autre débat que celui qu'ils attendent. Et sur les questions environnementales, je pense que c'est évident. Alors dimanche, nous avons compris en lisant le JDD que pour vous, l'heure était grave, puisque vous avez co-signé une tribune avec votre homologue de la CFDT, Laurent Berger. Pas banal. Dans le journal du dimanche, donc, tous les deux vous alertez, Marine Le Pen est un danger pour les travailleurs. Le Rassemblement national n'a pas changé, écrivez-vous, et vous rappelez son ancrage dans l'histoire de l'extrême droite française, raciste, antisémite, homophobe et sexiste, dont la ligne directrice est la préférence nationale, rebaptisée priorité nationale. Donc effectivement, vous voir prendre, non peut-être pas la plume, mais l'ordinateur pour signer une tribune avec Laurent Berger, on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous comme lui, de parler d'une seule et même voix? Alors d'abord, vous avez noté que la CGT s'est exprimée bien avant dimanche dernier. On va y venir après.
Oui, mais je préférais vous le préciser. J'ai bien vu, justement. Ce qui nous a inspiré, c'est que on s'est toujours dit, mais peut-être avec d'autres, mais en tout cas, ça n'a pu se concrétiser qu'à deux, que s'il y avait une seule cause qui méritait qu'on mette de côté nos différences que tout le monde connaît, nos divergences que tout le monde connaît, c'est cette question de la lutte contre l'extrême droite. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On ne nie pas, vous l'avez lu dans cette tribune, on ne nie pas nos différences, mais s'il y a une cause sur laquelle on est d'accord pour se battre ensemble, c'est la lutte contre l'extrême droite, la lutte contre le racisme. On a déjà d'ailleurs fait des choses ensemble sur ce sujet. Qu'est-ce que vous dites aux travailleurs et aux travailleuses qui envisagent de voter pour Marine Le Pen ? On dit deux choses, en tout cas la CGT, on dit deux choses. La première chose, c'est ce parti est raciste, xénophobe, sexiste, et ce qui caractérise ce parti qui veut exclure une partie du monde du travail, c'est-à-dire opposer le monde du travail, c'est la notion de préférence nationale. Alors, on peut changer les termes, mais l'idée est là. Et vous savez, quand on est aux côtés des grévistes travailleurs sans papier, par exemple, comme on l'a fait récemment encore, on voit ces travailleurs qui contribuent à créer de la richesse dans notre pays, qui payent leurs impôts, qui payent des cotisations sociales, eh bien on se dit, plutôt que de s'attaquer à ceux qui les exploitent, on oppose les travailleurs entre eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un parti anti-monde du travail, anti-mouvement social. Quand il y a une grève, et on l'a vu lors des grèves de décembre, il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans, contre les retraites, à chaque fois qu'il y a une grève, le Rassemblement national propose d'envoyer la police pour évacuer les grévistes. Ça, c'est une réponse bizarre au mouvement social. Et puis, il y a de l'usurpation sociale. Par exemple, la candidate propose de maintenir l'âge de la retraite ou de le baisser, on ne sait plus trop, d'augmenter les salaires, mais en continuant à exonérer les cotisations sociales le patronat. Ça, c'est le programme du MEDEF. Donc, il se présente avec des slogans sociaux, mais en fait, dans le fond, si on regarde derrière la vitrine, c'est des remèdes qu'on connaît depuis la nuit des temps. Donc, sur ces deux aspects-là, et son côté raciste et son côté antisocial, eh bien, il faut discuter avec les salariés. Il ne faut pas leur dire vous êtes des imbéciles, discutons du fond et vous verrez que c'est un mauvais choix. Parce que sur le côté raciste, xénophobe, priorité nationale, effectivement, ça la différencie très nettement d'Emmanuel Macron. Sur l'aspect antisocial, les travailleurs, les travailleuses pourront vous rétorquer que Emmanuel Macron a pratiqué la casse sociale, a réprimé les mouvements sociaux dans la rue, notamment le mouvement des Gilets jaunes, mais d'autres. J'imagine que c'est des choses qu'on vous dit, ça, quand vous rencontrez les travailleurs et les travailleuses. Évidemment, donc il faut... oui, mais elle l'a... C'est-à-dire qu'on entend souvent plus de haine d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Est-ce que ça, vous pouvez... Bien sûr, on peut y venir, mais il faut détricoter ce côté... Elle reprend des slogans de la CGT, alors qu'elle nous haït. C'est quand même un comble. Et puis, pour l'instant, et je l'espère qu'elle ne les aura pas, elle n'a pas les rênes. Enfin, regardez ce qui se passe chez ses amis Bolsonaro au Brésil ou Orban en Hongrie. C'est remise en cause du droit du travail, remise en cause de liberté, casse des syndicats. C'est ça la réalité de l'extrême droite, et c'est pas nouveau, ça existe depuis que l'extrême droite existe. Alors effectivement, oui, il y a aussi Monsieur Macron a un bilan, et dans la déclaration CGT, vous l'avez noté. Alors justement, nous considérons qu'il porte une responsabilité aussi sur le fait que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Alors venons-y, parce qu'effectivement, dans le texte co-signé avec Laurent Berger, il n'y a pas une ligne sur l'éventuelle responsabilité d'Emmanuel Macron, à la fois dans la casse sociale et surtout dans le fait que l'extrême droite se soit encore davantage banalisée pendant son quinquennat. Mais au lendemain du premier tour, la CGT a publié un texte plus tranché, plus clair. Pas une voix du monde du travail pour l'extrême droite, écrivez-vous, en rappelant l'abstention quasi record du premier tour et le péril Le Pen, avant de développer sur la lourde responsabilité sur la perte de sens du débat politique et la banalisation des idées d'extrême droite du président et de son gouvernement. La CGT pointe le mépris du président, des ministres et des élus de l'actuelle majorité pour la population de ce pays. La politique de régression sociale menée durant ce quinquennat, comme ceux qui l'ont précédé, porte en conscience la responsabilité de la montée de l'extrême droite.
Voilà, là quand on lit ça, on se dit, ok, là on est bien à la CGT. Quand on lisait le JDD, on se disait, tiens, il n'y a pas un mot sur Macron. C'est la base de textes qu'on peut écrire à plusieurs. C'est l'art du compromis. Non, c'est pas un compromis, c'est ce qui est écrit dans ce texte avec Laurent Berger. Nous ne nions pas nos divergences. D'ailleurs, si on disait qu'on était d'accord, personne ne nous croirait. Mais on a une idée commune, c'est cette lutte contre l'extrême droite. Alors oui, la CGT va plus loin parce que c'est la position de la CGT. Oui, nous le disons, Emmanuel Macron a une responsabilité dans le fait que certain nombre de salariés, de citoyens, et encore, enfin, il y a beaucoup dans le monde rural aussi, eh bien, sont amers et en colère vis-à-vis de la politique menée par Emmanuel Macron. Il n'a, et c'est c'est son grand défaut, il n'a pas fait preuve d'humilité en 2017 parce que il a considéré que tous ceux qui avaient voté pour lui au deuxième tour était d'accord avec son programme. On l'a bien vu dans les mobilisations. L'humilité lui aurait fait du bien. Et donc oui, il y a tous ceux qui voient leur usine fermée, tous ceux qui se retrouvent au chômage ou les retraités qui voient qui ont vu leur pension diminuer. C'est normal qu'ils aient, et c'est juste qu'ils aient de la colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et c'est ce que nous disons dans notre texte à la CGT. Et dans les urnes, à votre avis, comment cette colère se traduira dimanche ? Je ne sais pas. On entend beaucoup de choses. On regarde les sondages, on entend beaucoup de choses. Mais vous savez, ceux qui considèrent que Emmanuel Macron leur a promis de réouvrir leur usine ou de tout faire en sorte pour qu'ils retrouvent du boulot, je comprends qu'ils soient amers et en colère à l'idée de glisser un bulletin de vote Emmanuel Macron dans l'urne. Voilà, c'est le fruit de 5 ans de politique, je le comprends et on l'entend. Pour autant, vous expliquez dans ce texte, que ce soit celui dans le JDD ou de la CGT, sur le site de la CGT, que voilà, il faut faire barrage à tout prix à l'extrême droite. Et à vrai dire, c'est assez mathématique. Si on ne vote pas Macron, il faut automatiquement vous l'avez noté. Je termine simplement mon raisonnement mathématique, parce qu'attention, c'est des maths. Si on ne vote pas Macron, on fait automatiquement monter Marine Le Pen, s'abstenir ou voter blanc. Ça fait monter Marine Le Pen. C'est une équation qui est mathématiquement très simple, qui est politiquement difficile à résoudre. Comment est-ce que j'entends bien que vous n'appellerez pas à voter Macron, vous ne dites pas mettez un bulletin dans l'urne pour Emmanuel Macron. Mais comment on tient les deux bouts en disant faire barrage à Marine Le Pen, c'est pas forcément le terme que vous avez employé, mais ni dans l'un ni dans l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire pas une voix pour l'extrême droite dans les deux textes. Mais pas une voix pour l'extrême droite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout faire pour qu'elle n'accède pas au pouvoir ? Est-ce que ça veut dire la même chose ? Pas une voix pour l'extrême droite, et on l'explique pourquoi l'extrême droite est un danger pour les libertés, pour le monde du travail, etc., etc. Après, les citoyens sont seuls juges pour savoir ce qu'ils ont à faire. J'ai des doutes sur le fait qu'on donne des consignes de vote. On le voit, y compris pour ceux et celles qui ont concouru au premier tour. Ils peuvent toujours donner des consignes de vote. Les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Nous, c'est contre-productif. Je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Sinon, ils auraient fait un meilleur score pour un certain nombre. Nous, on considère qu'on a à alerter. On a posé les clés, enfin en tout cas un certain nombre de choses sur la table. Après, les électeurs, ils feront ce qu'ils voudront. Certains n'iront pas voter. Je crois qu'un certain nombre n'iront pas voter. D'autres voteront blanc nul, et d'autres voteront Macron certainement. C'est ça notre responsabilité, c'est de dire attention. On ne nie pas les responsabilités de l'un, mais il y a danger pour la démocratie avec l'extrême droite. C'est-à-dire que vous expliquez bien que Macron et Le Pen, c'est différent. Oui, c'est différent. Oui, c'est différent. Est-ce que pour certains, c'est la même chose dans les discussions que vous avez ? Est-ce que comment vous essayez de démontrer ça ? Comment vous C'est évident que pour certains, parce que peut-être qu'il y a moins de repères repères historiques, repères internationaux, oui, il y en a qui, samedi, j'ai entendu Nini, je ne sais pas si vous étiez à la manif, mais moi, on a vu des pancartes. On a vu des pancartes, voilà,
mais il faut juste expliquer simplement, clairement, les deux choses que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un danger pour la démocratie. Et puis, c'est une usurpation sociale. C'est pas parce qu'on met des beaux slogans sur la vitrine que l'arrière-boutique, elle est clean. Bonne punchline. Hier, Emmanuel Macron a été interrogé par Quotidien à la question si Marine Le Pen est élue au soir du 24 avril, ce sera la faute de qui ? Il a répondu du tac au tac, des Françaises et des Français, vous me faites rire, c'est la démocratie, c'est un choix de vous. Votre réaction ? Est-ce que ça, c'est de nature à convaincre ? C'est trop facile, mais c'est pas le premier qui dit ça. Vous avez un peu j'ai un peu de background, de passif. Quoi. Ouais, j'ai un peu de poil blanc sur ma moustache. Un peu de bouteille. Vous savez, d'ailleurs, beaucoup des jeunes à qui on discute nous disent, moi j'ai 25 ans ou 30 ans, depuis que je vote, j'ai eu 3 fois Le Pen au deuxième tour. Bon, donc c'est trop facile de renvoyer la responsabilité sur les Français. Mais en gros, il faudrait changer les Français seraient des imbéciles, c'est même dédaigneux. Mais c'est pas le premier qui fait ça. Enfin, d'autres ont été confrontés à une ou un Le Pen précédemment, et certains ont dit mais c'est parce que vous n'avez pas compris ma politique. Enfin, je me souviens. Mais est-ce que dans ce cadre-là de 2022 très particulier, avec une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte, aussi puissante, dire ce genre de choses, vous le qualifiez comment ? C'est irresponsable ? Je pense que c'est dangereux. C'est dangereux, et c'est quelque peu méprisant vis-à-vis des citoyens de ce pays qui sont pas des imbéciles, et je pense que Emmanuel Macron, si il avait, comme il le dit, été un peu plus au contact des Français, n'aurait pas annoncé à quelques jours du premier tour qu'il voulait passer la retraite à 65 ans, parce que quand il y a eu une telle mobilisation il y a 2 ans contre sa réforme de retraite, quand il y a des sondages qui indique que seuls 17% des Français sont favorables au passage à 65 ans et que 70% sont pour le retour à 60 ans. Alors soit on vit dans son château, soit on écoute et on dit il faut vraiment que j'écoute. C'est une faute ou du mépris selon vous ? Je pense que c'est du mépris. Mais c'est ce qui caractérise beaucoup Emmanuel Macron. Je vous ai dit, d'ailleurs je lui avais dit, et je l'ai dit publiquement après 2017, que l'humilité était une grande qualité. Et l'humilité, je pense que c'est pas sa plus grande qualité, parce que il considère qu'il a raison tout seul. Et ça, je vous dis, avec tous les mouvements sociaux qu'on a connus et qu'on connaît encore, il y a encore beaucoup de grèves, par exemple sur la question des salaires. Il faut se déboucher les oreilles. Il a aussi, là, récemment, sur France Culture, renvoyé dos à dos extrême droite et extrême gauche pour définir son camp comme l'extrême centre. Tout ça à une semaine du second tour. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que... Alors, après, il faut définir ce que c'est que l'extrême gauche, parce que maintenant, on englobe très large l'extrême gauche. A priori, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Pardon ? A priori, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. L'extrême gauche ? Il a dû... C'était peut-être lui qui visait. Il a dû le viser, puisque si on prend les 3 premiers, il y aurait l'extrême droite, lui, comment vous avez dit, l'extrême centre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, Mélenchon étant l'extrême gauche. Comparer l'extrême gauche et l'extrême droite, là aussi, c'est une erreur. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Si Emmanuel Macron est élu dimanche, quelle sera votre réaction ? Vous voyez, on en discutait aujourd'hui avec la direction nationale. C'est réunion dimanche soir tout de suite avec l'exécutif. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va proposer. Il faudra qu'on réagisse. Dans les 2 cas, vous réagirez, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Oui. Emmanuel Macron, pardon. Oui, bien sûr, on réagit dans les 2 cas. Peut-être qu'on réagira beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, en tout cas beaucoup plus vite, si c'est Marine Le Pen. Vous allez dire, je l'espère. Vous avez un doute ? Non, ne lisez pas. Vous êtes arrêté au milieu du mot ? Non. Ok. Donc, si c'est Marine Le Pen, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite ? Rapidement, je pense qu'il faudra une réaction dès lundi.
Parce que on a regardé les textes de loi. Les textes de loi permettent à n'importe quel président d'agir rapidement par ordonnance et de changer un certain nombre de choses. Pour ce que certains appellent le troisième tour social, j'aime pas cette expression, mais vous savez que le dimanche d'après le 24 avril, il y a le 1er mai. Et c'est une énorme occasion pour le monde du travail de réaffirmer ce qu'il souhaite en matière sociale et en matière environnementale. Je pense que c'est un grand rendez-vous pour exiger un certain nombre de choses dans la rue. C'est vraiment important, ces mobilisations du 1er mai. Donc si Emmanuel Macron est élu, écartons le péril Le Pen, vous serez déjà assez vite sur les priorités sociales. Ce sera quoi la priorité du début de quinquennat ? On a parlé des retraites et de cette annonce de la retraite à 65 ans. Est-ce que ça va être ça la première, ou ça va être plusieurs choses en même temps ? Sur les retraites, on s'est déjà beaucoup exprimé. La question est évidemment qu'on combattra tout projet de réforme visant à allonger l'âge de la retraite. Mais la priorité des priorités, c'est la question des salaires. Il y a des mobilisations partout. Vous avez vu, même c'est pas juste de dire ça, chez Amazon, c'est la première fois qu'ils font grève parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec leur salaire. Mais il y a des tas d'entreprises. Le SMIC va augmenter automatiquement le 2 mai. Ce n'est pas suffisant. Et donc la question des salaires, des pensions pour les retraités, il a annoncé entre les deux tours qu'il augmenterait les pensions de 4%. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la priorité des priorités. Il faudrait l'augmenter de combien ? Combien ? Minimum tout de suite 10%. Et les pensions et les salaires. Mais vous savez que pour le SMIC, nous proposons un SMIC à 2 000 € et pas une pension en dessous du SMIC. Vous voyez l'augmentation qui est nécessaire. Et puis les questions d'emploi pour les jeunes. Parce que les petits boulots, on construit pas sa vie pour les petits boulots. Et si le chômage baisse, c'est parce qu'il y a une recrudescence de la précarité, de l'intérim, des petits boulots, et on voit bien une jeunesse qui galère. Et la troisième chose, c'est les questions environnementales. Comment on conjugue emploi industriel et environnement ? On a beaucoup travaillé à la CGT sur ces questions-là. Pas tout seul, avec d'autres, avec des ONG, des associations. Eh bien voilà la priorité des priorités dès le lundi 25 avril pour nous. Vous avez promis une opposition forte et résolue sur la question notamment des retraites quand ça a été annoncé, les 65 ans, en estimant nécessaire que tous les syndicats agissent ensemble. Je précise que la CFDT est aussi opposée à l'âge légal de départ à 65 ans, ça vous fait un autre point commun. Que pouvez-vous imaginer d'autre comme action que la rue, qui ne fait pas forcément toujours plier le pouvoir ? Écoutez, bien sûr qu'elle fait pas toujours plier le pouvoir, mais ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans la rue. Elle a souvent fait plier le pouvoir. Vous savez, il y avait un célèbre Premier ministre qui était droit dans ses bottes 2 jours avant de retirer un projet, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue. Donc la rue reste un moyen important. La rue, d'ailleurs, comment vous expliquez qu'il y a eu si peu de monde dans la rue contre l'extrême droite samedi ? Parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de monde. Non, moi j'ai... Même l'étiage selon les organisateurs, on est sur 150 000 personnes en France. Pour un mouvement qui s'est initié très rapidement, je crois en 2 jours. Hein. Mais vous avez vécu 2002. D'accord. Moi aussi. Mais vous savez qu'on n'est pas en 2002. Oui, on est en 2022. Ça fait 20 ans de plus. Ouais. Mais comment vous expliquez, quels que soient les délais d'organisation, c'est pas une histoire de délai d'organisation pour mettre du monde dans la rue. Parce que 20 ans ont passé, 20 ans de promesses non tenues, je vous disais que Macron est responsable de ces 5 dernières années, mais avant lui, on a eu Hollande. Vous avez d'ailleurs noté que les précédentes présence dès Le Pen au 2e tour, c'était à la suite de gouvernements socialistes. Jospin en 1997 et Hollande pour ce qui concerne 2017. Donc je pense que à force de promesses non tenues, de mépriser ce monde du travail, cette jeunesse, eh bien oui, il y a de la confusion. C'est pour ça qu'il faut faire des tribunes et il faut expliquer. Vous savez qu'on fait des formations à nos militants parce que vous l'avez noté, j'en suis sûr. Même si le fait d'être proche d'un syndicat fait que le taux de vote à Marine Le Pen est plus faible,
tous les syndicats voient leurs sympathisants voter plus pour le Rassemblement national qu'il y a 5 ans. C'est inquiétant. Et donc, on fait des formations, on explique. Il ne faut pas refuser le débat, il faut aller discuter avec ces travailleurs, ces travailleuses qui nous disent on n'a jamais essayé oui mais t'as vu elle est pour augmenter les salaires. Faut aller discuter avec eux pour leur dire vous vous trompez. Mais pas facile quand on a en face un candidat comme Emmanuel Macron, j'imagine. Mais c'était pas facile non plus. C'était pas facile il y a 5 ans non plus. Emmanuel Macron était déjà dans le gouvernement, mais c'était pas facile non plus. Et plus ça va, plus il y a de reniement de promesses. Ils nous promettent tous de changer notre vie, et 5 ans après, notre vie est pire. Je comprends les réactions de colère dont je vous parlais. Merci Philippe Martinez, vous restez avec moi encore 1 minute pour le 24 heures. Au fait, est-ce que vous savez ce que vous ferez dimanche ? J'irai voter. Et vous ne nous dites pas pour qui ? Le secret des urnes, on va dire. Exactement. Merci d'être passé sur le plateau d'Air Libre. Ne bougez pas, vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petit résumé à lire et surtout à voir. D'abord l'entretien accordé par le rappeur Medine à Mathieu Magnodex. Le Havrais s'exprime sur le second tour de la présidentielle et son rôle d'artiste engagé dans ce contexte politique. Après Mélenchon au premier tour, il votera certainement, dit-il, Macron par obligation. Joseph Confavreux, lui, s'est penché sur la force du déni de la possibilité que Marine Le Pen soit vraiment élue le 24 avril au soir, un déni à la fois plus protéiforme et puissant qu'il y a 5 ans. Enfin, un reportage de Prisca Borel dans une salle de prof. Il s'inquiète de la possible élection de Marine Le Pen, sauf qu'après 5 ans de rapports dégradés avec leur ministre Jean-Michel Blanquer, le vote barrage n'est plus une évidence du tout. C'est partagé par l'ensemble des travailleurs. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Merci Philippe Martinez. Demain, vous retrouvez Christophe Gueugnot à cette place. Même heure, même endroit, 19h. Bonne soirée, salut.